Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode du podcast Devenir triathlète. Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Ohana, est toujours à mes côtés. Salut Olivier. Salut Armano. Nous terminons la semaine toujours avec notre invité, à savoir Yannick Maté-Gisek. Salut Yannick. Salut Armano, salut Olivier, merci de me recevoir pour ce dernier épisode. On parle bien avec toi justement de ton statut de triathlète, mais pas encore triathlète professionnel pour l'instant. Tu nous as dit que tu souhaitais rester encore amateur au moins pour aller goûter l'eau d'Hawaï. Alors on croise tous les doigts et tous nos doigts. Moi je te montre pas mes pieds, mais on croise pour que ce soit bien en octobre 2022 et bien à Hawaï. Et puis t'as certains plans pour la suite. On pourra peut-être y revenir à la fin de cet épisode, mais déjà je voulais revenir sur un point qu'on a abordé en introduction de cette semaine de podcast, à savoir que tu es amateur, mais parce que tu as un travail à côté. Alors, en termes d'organisation, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Comment est-ce que tu arrives à mener de front une vie de sportif de haut niveau et une vie de personnes actives, qui plus est, avec des horaires un peu décalés? Justement, c'est comme tu dis, c'est l'organisation. Vraiment, tout est minuté. Vraiment, que ce soit le lever, le moment où tu vas manger, le moment où tu vas t'entraîner, finir ton entraînement, commencer le deuxième, aller bosser et après plus ou moins revenir parce qu'il y a les heures sup. Donc c'est quand tu reviens, tu sais pas quand tu reviens, ça peut être 3 heures du mat, 4 heures du mat aussi, ça m'est déjà arrivé ou plus. Mais après derrière, voilà, faut vraiment tout minuter et vraiment faire attention à tout ça. Il faut avoir quelqu'un de compréhensif aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir ma copine qui est compréhensive à ce niveau-là. Où parfois, voilà, je pars de quelques heures, etc. Et elle sait que ça me tient à cœur et ça, j'ai cette chance-là. Et après bon voilà, derrière c'est pas toujours facile, c'est sûr, il y a des moments t'as envie de te dire mais en fait je me pose jamais, je me pose jamais, j'aimerais pouvoir regarder du Netflix aussi comme tout le monde et en fait je suis même pas à jour sur mes séries que j'ai commencé, voilà, c'est un truc de fou et après voilà, je le veux bien parce que je sais que mais ça c'est normal, c'est parce qu'à 41 45 à l'heure sur le vélo, tu peux pas regarder Netflix en même temps quoi. Non mais voilà, c'est sûr, mais derrière je me dis que voilà, je suis dans cette lancée et surtout j'ai pas envie de regretter plus tard. Je veux avancer comme ça sans regret et après derrière j'aurai tout mon temps plus tard pour faire tout ça. Ouais. Ouais, et là tu nous as même pas encore parlé de famille et d'enfants. Non, c'est ça, et derrière ça aussi je le repousse un petit peu parce que du coup au final je sais que ça te changera la vie hein. Plus tard j'en voudrais, c'est clair, mais quand t'arriveras à cette période là, c'est sûr que derrière tout ce qui est le sport à haut niveau, c'est largement entre parenthèses parce qu'il faudra travailler pour nourrir ton foyer, parce que même si tu deviens triathlète professionnel, t'as beau avoir le statut pro, mais en fait c'est pas comme les autres sports où derrière t'es pas rémunéré par ce statut-là, malheureusement. Donc en fait c'est un gros travail qu'il faut faire derrière, rechercher des sponsors, etc. Que ça soit matériel parce que le matos coûte cher, vous savez ça, et surtout après aussi financier. Et là depuis justement cette victoire, je fais un gros travail dessus pour essayer de trouver des sponsors qui veulent bien adhérer. Je lâche ça comme ça à mon projet, voilà, d'aller sur Hawaï en tant qu'amateur et après pouvoir continuer en tant que professionnel pendant voilà 3, 4, un certain nombre d'années, le temps de voilà que je peux quoi. Et du coup, parce que c'est vrai qu'on a déjà parlé un petit peu de ton, on va dire, l'organisation que tu avais mis en place dans le premier épisode de mardi. Maintenant, tu fais un métier où tu es quand même vachement sur le terrain. Ça ressemble à quoi tes journées types? Donc on a compris que c'était plutôt 16h, 1h du matin en général, mais ça ressemble à quoi? Tu fais quoi exactement? Et puis c'est physique aussi un petit peu, donc comment ça se passe? C'est ça. Après derrière, donc du coup t'arrives, tu prends quand même un peu de temps pour parler un peu avec les collègues, débriefer un peu de ce qui aurait pu se passer dans la journée, parce que moi j'arrive à 16h, mais après derrière il s'est passé des choses dans la journée aussi, donc tu parles avec d'autres collègues pour se mettre un peu à jour des événements qu'il y a eu sur la ville. Et ensuite après voilà, tu tournes, tu réponds aux appels, faut
pas oublier que c'est un métier en fait où t'es là pour les gens, pour sécuriser les gens, aider les gens s'ils ont des questions ou besoin de ton aide ou que t'interviennes. Et après derrière, voilà, il peut y avoir des journées qui peuvent être relativement calmes où ça va être des appels pour tapage ou autre basiquement, ou des appels voilà un peu plus on va dire spéciaux comme on a eu la semaine dernière, c'était cambriolage, agression sexuelle, vol à l'arraché aussi d'une vieille personne par un jeune. Donc voilà, faut après mettre tout ça en place et derrière être sérieux aussi à ce niveau-là parce que ça reste une autre vie. Moi, je vais un peu une double vie, c'est un peu ça parce que du coup, je tiens aussi à ce métier-là qui sont aussi des valeurs que j'ai en moi, c'est-à-dire aider la personne. Je suis quelqu'un aussi de patriote, pouvoir aider mon pays, voilà, un petit peu amener ma pierre à l'édifice dans la sécurité des gens. Et du coup, au final, c'est voilà, quand je suis sur le terrain, voilà, je sais que je suis policier, je fais ça pour ça. Donc il y a des fois, oui, je viens courir après les gens, je suis debout, je reste pendant 3 heures debout, en train de sécuriser un truc, on recherche d'autres personnes, on est sur le qui-vive régulièrement ou autre. Il y a des fois c'est un peu plus cool. Donc après, c'est vrai que mes journées, je peux même pas les quantifier. Ça dépend vraiment de plein de choses, quoi. Est-ce que du coup tu l'intègres dans ta préparation physique? Est-ce que toi c'est ta PPG ou tu sautes pas l'étape PPG quand même à l'entraînement? Non, généralement, ouais, je l'intègre pas. Ça, je compte comme si c'était à part. Après, évidemment, je m'écoute. C'est le mot que j'ai beaucoup ressorti. C'est si vraiment, admettons, ça m'est déjà arrivé de rentrer très tard, de rentrer à l'aube. Je sais que je vais faire sauter une, voire peut-être même les 2 séances. Tu vois, je veux dire, le sommeil, ça restera le plus important. Si tu rentres, il est 5 heures du matin, tu vas pas te lever à 9 heures. Sinon, après, là, derrière, ça t'allume tout le reste de la semaine. Donc après, autant se lever, je sais pas, à 11 heures, à la limite, faire un petit footing et après partir. Plutôt que de rester buté sur ses entraînements et au final pas réussir, quoi. Alors tu parlais de faire sauter un ou peut-être les 2 entraînements, ce qui veut dire que pour toi c'est du quotidien de doubler ou de tripler les entraînements? Ouais, c'est ça, c'est quotidiennement. Donc sur 7 jours, j'ai un jour de repos sportif. Donc ça c'est assuré, c'est sur chaque semaine, c'est comme ça. Qui est souvent pas ton dimanche au niveau du bureau, donc c'est un jour de repos sportif mais pas un jour de repos au boulot. C'est ça. Bah aujourd'hui, c'est pour ça que on est ensemble. Okay. Et au final, après, ouais, généralement, c'est minimum doublé. Ouais. Natation, course à pied ou natation vélo ou parfois vélo, course à pied. Bah, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au Luxembourg il y a une quinzaine d'années, je travaillais en shift aussi, alors dans les bureaux, hein, j'étais pas sur le terrain, et c'était quand même une organisation qui m'intéressait, notamment en termes de préparation, en termes de programmation des entraînements, parce que c'est vrai que tu rentres tard, tu vois un peu moins les enfants. Par contre, même si tu fais attention à la qualité du sommeil, si t'es pas un gros dormeur, tu peux te lever avec eux, tu les ramènes à l'école, donc tu passes un peu de temps quand même avec eux, puis après ça te laisse une bonne partie de la journée jusqu'à 14, 15, 16 heures justement pour placer des gros blocs d'entraînement. J'imagine que c'est plus facile quand tu as une grosse séance de vélo à placer, de pouvoir placer ça et de pas impacter le quotidien avec ta conjointe. C'est ça, exactement. Après, là, justement, faut aussi faire en fonction de ça. Il y a des fois, par exemple, je pourrais faire des grasses mat, et choses que justement j'évite parce que évidemment, la vie d'à côté, elle compte beaucoup. C'est un équilibre à trouver. Et moi, je sais que vie avec la conjointe et aussi la vie sociale avec mes amis, les amis que j'y fais vachement attention parce que derrière, je reste un athlète comme tout le monde, comme toi, comme Olivier, etc. Et moi, j'aime beaucoup aussi les apéros, profiter, etc. Donc, au final, les soirs, voilà, si je peux les passer avec des potes, et ben c'est avec plaisir. Évidemment, c'est plus comme avant, hein, où tu sors pas en boîte ou quoi. Mais voilà, passer du temps chez les uns, chez les autres, ou dans un petit bar, on boit un petit coup. Ou après, derrière, évidemment, passer un moment, aller se balader avec ma conjointe ou autre. Évidemment, c'est des choses qui sont importantes et que je fais en fonction aussi de tout ça, quoi. L'entraînement, voilà, s'il faut, je me lèverai 1 heure ou 2 heures plus tôt pour pouvoir tout caler, quoi. On a eu l'occasion de recevoir sur le podcast des militaires, alors pas encore des pompiers, mais moi j'en connais à titre personnel. C'est vrai que souvent on a cette image même du policier, du gendarme, du militaire, du pompier qui va au boulot, et au boulot il a souvent accès à la salle de sport. Il a aussi des temps dans la journée où il peut se consacrer à un certain entraînement, parce que la préparation physique, ça fait partie de votre métier. Est-ce que toi, c'est une chose à laquelle tu peux t'adonner aussi, ou au contraire, t'es vraiment
vraiment tout le temps sur le terrain et dans ce cas-là, c'est pas quelque chose que tu peux programmer dans tes entraînements. Non, moi je suis toujours sur le terrain. Malheureusement, j'ai pas cette chance-là. Voilà, c'est en tant que policier, ils nous le donnent pas. Je sais que voilà, quand j'étais gendarme, ils nous le donnaient justement ce créneau horaire, mais là c'est plus du tout le cas. C'est un peu à toi de te débrouiller de ton côté pour pouvoir le faire. Après voilà, j'ai pas de créneau. Quand moi je dis que je bosse 38 heures à la semaine, c'est 38 heures où je bosse réellement quoi. J'ai pas de créneau sport de 2, 3, 4 heures. Pour être pompier par exemple, t'as plein de tests d'aptitude physique et dans l'armée pareil, c'est la même chose dans la police ou pas du tout? Oui, il y a des tests, je crois qu'il y a le Cooper, un truc comme ça. Après moi j'avais fait une passerelle, donc quand j'avais fait la gendarmerie, j'ai fait mes tests justement. On a des tests à faire et même en formation, il y a beaucoup de tests physiques. Et après la passerelle, forcément, on passe pas par ça. Mais je sais que pour ceux qui ont passé le concours, évidemment, il y a tout ce qui est Cooper. Voilà, je crois qu'il y a des abdos, pompes, des trucs comme ça. Donc c'est des choses qui sont assez récurrents. Où faut quand même être un minimum maintenu physiquement. D'accord. T'as quand même des tests réguliers, je sais pas, une fois par an, une fois tous les 2 ans, où il faut entretenir ton attitude physique. Bah c'est ça, parce qu'en plus aussi on a des formations continues obligatoires du côté plus on va dire judiciaire, mais aussi du côté comme tu disais plus physique, des maniements de l'arme on va dire. Et déjà pour réviser nos cadres légaux, que voilà, si on vient un jour à devoir l'utiliser, faut pas être là, je fais quoi Voilà, faut être un minimum professionnel et pour moi je trouve ça normal, même si ça tenait qu'à moi, je le ferais plus souvent. Je garderais ça une fois par mois quoi. Pour faire la passerelle avec ton activité physique de sportif, on a compris pendant l'épisode où on parlait vraiment beaucoup de Victor Agastec que la visualisation pour toi c'était quelque chose de très important. Est-ce que c'est ce que tu appliques aussi au niveau du boulot? Oui, après généralement lorsque je manie les armes notamment, c'est surtout ça. On a un gilet pare-balles avec toute notre attirail dessus et au final en fait il faut savoir où tu places ton armement. Si à un moment tu as besoin de sortir, je dis n'importe quoi, la gazeuse ou ton bâton télescopique pour X ou Y raison, il faut pas se mettre à le chercher et à regarder sur toi où est-ce que je l'ai mis. Et il faut avoir un peu ce mouvement, cette gestuelle où tu sais, parce que parfois en fait il faut réagir en 5 secondes. Et il y a beaucoup récemment des attaques au couteau, c'est beaucoup ce qui a explosé. Et du coup là à ce moment-là il faut pouvoir réagir très rapidement, que ça soit niveau arme à feu ou justement arme de force intermédiaire telle que la gazeuse, le bâton télescopique ou autre. Et sur l'aspect, alors peut-être pour finir sur l'aspect professionnel, est-ce que c'est tes habitudes professionnelles qui ont nourri tes besoins de visualisation au niveau de tes préparations physiques et sportives et de compétition, ou le contraire, ou finalement t'as toujours fonctionné comme ça? Ouais, c'est les deux, je dirais les deux en même temps, parce qu'en fait quand je suis arrivé dès le début de la gendarmerie, je le faisais à ce niveau-là. Pareil, du coup je m'en suis servi. Alors je pourrais pas te dire exactement si c'est l'un ou l'autre, mais pour moi en fait je l'utilise dans mon milieu professionnel et dans mon milieu de sport. Ouais, finalement il y a pas mal de rapprochements à faire entre les deux. Mais il y a des moniteurs qui sont spécialisés dans ce genre de choses, où ils ont des spécialités sur ça, la sorte de visualisation mentale, et le GIGN le font beaucoup. GIGN, RAID ou autre, donc ça c'est des choses qui sont en fait normales pour les forces spécialisées et notamment les forces spéciales. Okay. Et juste pour revenir sur la distinction gendarmerie-police, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très français, on retrouve pas forcément dans d'autres pays francophones. C'est quoi la différence? Alors la différence c'est le lieu, en fait tout simplement de la police ou la gendarmerie va intervenir. La gendarmerie va intervenir plus sur des zones rurales. D'accord. La police c'est plus urbain. Donc du coup au final en fait selon la zone où tu seras, tu vas dépendre soit de la gendarmerie, soit de la police. D'accord. OK. Mais au final c'est plus ou moins la même chose quoi. Enfin c'est le même métier. Après il y a aussi une question de statut. Grosso modo oui, c'est le même métier, mais comme tu dis Hermano à juste titre, c'est le statut gendarme et militaire. Alors que nous on n'a pas ce statut-là, on n'est pas militaire du tout. Donc voilà, après il y a d'autres petites choses en interne qui dépendent du fait qu'ils soient militaires, ils ont un logement, etc. Enfin bref, voilà. Donc du coup, nous on a des heures sup, les gendarmes ne l'ont pas. Au final, moi vu que j'ai fait les deux, je vois la différence. Ok. Et donc t'as choisi de quand même garder les heures sup malgré les entraînements de triathlon?
Ouais, bah tu sais, ça c'est justement, est-ce que tu veux faire bien ton travail ou pas? Ben moi je veux bien le faire. Donc du coup, s'il y a besoin de faire des heures sup parce qu'il faut intervenir justement sur voilà un cambriolage qui est intervenu il y a pas longtemps, bah si on t'appelle à 1h du mat alors que tu finis dans désolé, une demi-heure, madame. et ben avec les Faudra attendre la relève. ouais, avec les constats elles prennent 1h30, ben ça te prendra 1h30, c'est comme ça. Bien sûr. Bon alors, je pense qu'on a fini avec le volet pro. Quoique, j'aime bien finir ces épisodes avec invité sur l'avenir, la suite, le futur. On a compris 2022 octobre. Encore une fois, on croise tous nos doigts. Hawaï, pour toi, t'es qualifié, c'est bon, t'es dans les rangs, tu seras dans les rolling start. Et après Hawaï, ou avant Hawaï, qu'est-ce que t'as au programme? Qu'est-ce que tu prévois? Comment tu aimerais que ça se passe? Évidemment, on imagine que t'aimerais lever des bannières à nouveau, mais d'ici Hawaï, qu'est-ce que tu envisages? Et puis après Hawaï, qu'est-ce que tu imagines? Alors d'ici Hawaï, je vais du coup axer forcément ma saison sur Hawaï, donc je vais faire des 73 jusqu'à Vitoria pour entamer la saison. Donc là, je m'étais inscrit d'ailleurs hier aussi à Aix-en-Provence. Je vais faire certainement Cannes aussi, que pareil, ça fait 2 ans qu'il a été reporté, donc j'espère qu'il se maintiendra. Donc ce sera en avril. C'est un longue distance. Ensuite, après, il y aura Vitoria en juillet. Après, je calerai peut-être certainement une course ou deux avant Hawaï pour fignoler la prépa. Et après, donc pour l'année suivante, ce sera, je vais essayer de prendre le statut pro et essayer de me donner les moyens un peu de pouvoir évoluer en tant que tel. Donc si je peux diminuer un peu mon temps de travail et du coup pouvoir être compensé par certains sponsors, je le ferai, et comme ça j'essaierai d'optimiser encore mieux, d'utiliser au max mon potentiel au niveau triathlon. Si ça se fait pas, bah je vais continuer comme ça en essayant, mais bon après voilà, je vais donner mon maximum et je vais tout mettre en œuvre pour essayer en tout cas de vivre ma passion en tant que professionnel derrière aussi pour les années qui vont venir. Super. Bah écoute, Yannick, merci beaucoup pour tous ces partages. Effectivement, un très très beau programme, comme le disait Olivier. On te souhaite plein de bonnes choses. Juste avant de terminer, si on veut te suivre, si on veut entrer en contact avec toi, si on veut en savoir plus sur la préparation d'un grand sportif comme toi, sur la question de comment est-ce qu'on gagne un Ironman quand on sait que le niveau augmente de jour en jour, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup Instagram @Yannick Matej, et ensuite après donc Facebook Yannick Matejisek, j'ai ma page, j'ai mon Facebook personnel où j'accepte les gens avec grand plaisir. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Olivier. Et ensuite après derrière il y a mon mail qui est mis sur Instagram aussi, donc du coup je suis joignable, et évidemment si les gens ont des questions, peu importe le niveau, c'est avec grand plaisir que je partagerai, que je vous conseillerai si possible, parce que le partage c'est important, et encore plus dans le milieu du triathlon. Super. Bah, merci Yannick, merci pour ton temps, pour ta bienveillance, et puis on peut te souhaiter que du bon pour 2022, et puis moi je te dis à Vitoria si on se voit pas d'ici là. À Vitoria. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Hermano, vous êtes top, merci beaucoup. Super, merci beaucoup Yannick, bonne continuation, ciao. Allez, ciao, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.